Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Équilibre Podcast. Aujourd'hui, un podcast dédié au travail remarquable de l'association Le Mur Dijon, associée à Zutic Productions qui, depuis des années, met en avant des artistes en leur offrant la possibilité de s'exprimer sur façade, mais également lors de leur festival Banana Pchit. Dans ce reportage audio, vous rencontrerez les artistes, mais aussi les membres actifs de ce festival. Donc nous c'est le collectif Le Mur Dijon, à l'occasion du festival Banana Pchit qui est le festival Max, relais un membre peu du de collectif la Le Mur. structure Le Mur qui est elle vraiment pérenne et voilà, qui a tous les 3 mois à Dijon rue Jean-Jacques Rousseau. Donc mur d'expression sur des artistes invités tous les 3 mois en roulement voilà, avec des univers différents. Et le festival lui permet d'élargir un petit peu et les supports et les artistes invités et les thèmes abordés, on va dire. Le mur, ça existe depuis 2018, premier mur qui a été fait par Speedy Graffito à l'époque. Chez nous, ça a été initié par Ernest et Cynic. Donc Ernest, artiste de renom, voilà, pochoiriste, qui lui, en fait, si tu veux, a toujours été un peu demandeur à l'époque à Dijon, tu vois, d'ouvrir des murs au grand public plutôt, tu vois, de faire des vraies choses qui sortaient un peu d'un mur, un pseudo mur d'expression dans un terrain vague qu'on connaît tous. C'était voilà, un truc hyper centre-ville, dans une ville comme Dijon qui est une ville vachement historique, vachement classée, vachement machin. Ça permettait ça, et lui de par son nom, de par sa notoriété, etc., ça nous a ouvert énormément de portes, et sans ces deux mecs-là, donc Ernest et Cynic à l'initiative du truc, voilà, ça n'aurait pas eu lieu, quoi. Le premier jet du festival Banana Pchit qui s'appelait le Silent Heroes Festival, donc pour le TSH Festival, qui est le crew de membres de l'équipe. Et si tu veux, c'était typiquement jam graffiti entre guillemets classique, mais pareil, orienté si tu veux autour de la réalisation du mur, la venue de Fergras pour faire le jam, un concert, etc. Voilà, ça prenait une forme de festival. Avec, il y avait déjà une 40aine d'invités, ça prenait la tournure de ça. Il y a eu 2 éditions, et après c'est devenu Banana Pchit, plus ou moins quand on a commencé à travailler avec Zutic Productions, qui est une autre association plus de médiation culturelle, sociale, etc. à Dijon, qui eux nous épaulent grandement dans tout ce qui est réalisation technique, relations sociales, relations avec les instances, tout ce genre de trucs. Voilà, c'est eux qui gèrent un peu, c'est eux qui écrivent un peu noir sur blanc tous nos projets, si tu veux, tu vois. L'asso Le Mur, on est une petite dizaine. On est une petite dizaine maintenant. Donc oui, c'est cette association, vraiment, c'est les mêmes membres. Il n'y a pas de, voilà, c'est vraiment la même chose, c'est les mêmes gens. Et c'est simplement que le Banana Pchit, c'est un rendez-vous soit biannuel, soit parfois annuel. Tu vois, là, c'est une formule un peu différente. Ça a été en 4 temps dans l'année. Voilà, Banana Pchit, c'est comme si c'était le off un petit peu, tu vois, c'est un peu ce genre de truc, avec plusieurs événements dans des endroits différents. Donc il y a plusieurs impacts à ça, c'est-à-dire qu'on ouvre à une clientèle qui n'est pas forcément du quartier, du mur habituel, tu vois, où les gens ne se déplacent pas forcément. Il y a l'aspect où on arrive dans des lieux qui sont encore plus, historiquement dans Dijon, plus ouf, tu vois, ça nous ouvre ça. Ça nous permet d'inviter d'autres gens, de faire découvrir d'autres artistes. Voilà, le festival, il permet aussi ça. C'est maintenant devenu quand même un rendez-vous assez attendu, je pense, tu vois. Les gens savent que Festival Banana Pchit, voilà, c'est sur une telle durée. On a eu des grosses éditions où tu pouvais te promener n'importe où en ville, ça peignait partout, tu vois. Ça peignait des façades, ça peignait des modules. Il y avait un vernissage d'expo, il y avait un vernissage de mur le lendemain, à 500 mètres de différence. Et tu vois, partout, il y avait l'émulation graffiti partout, quoi. C'est nécessaire hein, d'avoir l'appui de la ville, parce que taper des pignons et des façades dans des centres-villes historiques, classés, etc., forcément, ça nécessite du relationnel public. Tu vois, Zutic nous a beaucoup aidé là-dessus parce que eux c'est leur métier.
Mais ouais, il faut y passer. Cependant, on a quand même affaire à des gens, à la culture de la ville, dont Christine Martin, qui est une des élues, qui, elle aussi, de son côté à elle, du côté de la ville et du personnel de la ville, des élus, a été elle aussi, dès le début, un soutien indéfectible, tu vois. Mais oui, ils nous ont ouvert quelques portes que les anciens, dont Ernest et Cynic, voulaient enfoncer depuis longtemps, et les portes ont été entr'ouvertes, puis ouvertes grâce à ça, si tu veux. Le bon aspect, si tu veux, du fait d'être assez nombreux, vraiment impliqués dans l'assaut, ça c'est le bon côté, quoi. C'est le bon côté, ça permet que chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Et voilà, qu'on ne tourne pas toujours autour de l'univers d'une seule personne. Et ça permet aux gens justement de découvrir plein de choses. C'est parfois des choses qu'ils n'aiment pas, hein, tu vois. Oui, tu te doutes bien que des gens lambda, bien que maintenant le graffiti et l'art urbain, j'aime pas trop ce terme, mais soit un truc un peu plus démocratisé qu'avant. Quand nous on ramène Perçu, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont être comme des oufs, parce que Perçu, voilà, c'est quand même une référence dans le graffiti en France. Mais il y a aussi des gens que ça va faire chier de se coltiner un chrome de 12 mètres de haut pendant 3 mois, tu vois. Il y a aussi cet aspect, mais c'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça qui est bien, et après ces mêmes gens, ils vont s'attendre à ce que 3 mois plus tard, il y a peut-être, je sais pas, un bouquet de fleurs ou une envolée d'oiseaux. Enfin, tu vois, ça peut être du tout au tout, et c'est ça qui est cool, tu vois. Ouais. Des artistes qui ont pu... Alors ça, c'est le point un peu particulier du mur ici, c'est que chaque artiste qui vient depuis le premier mur, il y a une sérigraphie qui est faite et qui est destinée à la vente, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois des reproductions, donc sérigraphiées à la main. À l'époque, à l'atelier inencadrable de Ernest, qui était sérigraphe aussi de métier, tu vois, qui est pochoiriste, affichiste, donc c'était son boulot, et il y avait ce plus, si tu veux, tu vois, où les gens ont été aussi sensibilisés à ça, au fait de pouvoir acheter de l'art, mais abordable. Ouais, c'est un peu le terme, tu vois. Sérigraphie, c'est pas le prix d'un original, tu vois. Bien sûr. Ça peut taper un peu, mais c'est abordable pour les gens, tu vois. C'est artistique, quoi. C'est une reproduction, mais qui est manuelle et qui a du sens, si tu veux. Dans ce que nous on propose dans le graffiti, ça va de pair, quoi. Ça a du sens de le faire. Et les gens pouvaient donc se procurer, en gros, si tu veux, c'est pareil, tu vois, ils kiffaient un mur. Ils pouvaient se procurer la sérigraphie correspondante, tu vois. Donc tu vois, le prix ne sera pas le même pour une sérigraphie de Jace que pour une sérigraphie de Perçu, par exemple, tu vois. D'accord. Pas qu'il y ait une différence à faire entre le boulot des deux, mais tu vois, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais c'est qu'on retombe forcément à un moment donné dans les codes de l'art, du marché de l'art, tu vois. Forcément, c'est une pièce artistique numérotée, avec des épreuves, signées, etc. Donc tu as forcément la spéculation qui va avec, même si c'est incomparable, tu vois, par rapport à des originaux, à des toiles et tout, les spéculations sont incomparables, mais tu as ce truc, quoi. Donc c'est à retrouver tout ça listé proprement sur les réseaux sociaux, le mur Dijon, Banana Pchit, etc. C'est top. Voilà. Parfait, bah merci. Hein. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Et vive le podcast d'Équilibre. Mon blaze c'est Vif, Feuvi. Je suis parti de Too Old To Kit, un crew qu'on a monté à deux avec un vieux pote KRSN et Mutant Clan également. Moi je viens du Jura, je viens de Lons-le-Saunier. J'ai grandi là-bas et c'est là-bas que j'ai commencé à peindre avec des bons potes comme Acro, avec le LSP aussi, des copains de lycée avec qui on a peint. Après je suis parti sur Orléans pendant 5 bonnes années où là c'était vraiment sympa aussi en termes de culture graffiti, il y avait une bonne scène. J'ai fait un petit passage de 5 années sur Lyon aussi, où c'était un bon terrain de jeu, une bonne ville pour s'amuser. Et voilà, je suis rentré dans la terre natale du Jura il y a pas mal d'années. C'est cool. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'événement ? Alors moi je trouve ça super bien. Il y a déjà un truc, et je pense qu'il faut vraiment le noter, c'est que l'organisation, elle est au top du top. Les gars de Dijon, les gars du Mur, ils se bougent vraiment pour faire bouger la culture graffiti sur Dijon. Ils ont organisé ça comme des chefs, on est accueillis vraiment avec plein de bienveillance. Et de rencontrer en fait d'autres graffeurs, d'autres styles et d'autres personnalités, c'est vraiment intéressant. En fait, on voit qu'il y a une bonne symbiose, tout le monde s'entend bien, tout le monde vient voir les pièces des autres. Et il y a un truc qui est aussi assez marrant, sur ces modules carrés là,
et là on le voit même, tu vois, à l'endroit où on est positionné, c'est qu'en fait en le regardant dans l'angle, les pièces elles sont tellement différentes que chaque pièce se met en valeur en fait. Et ça je trouve ça toujours cool, comme sur un mur à plusieurs, les différents styles en fait s'apportent. Et ça c'est vraiment un truc qui me fait kiffer quoi. Je pense qu'il y a des bonnes photos à prendre. Là quand on voit la peinture d'Inote, très peinture avec plein de couleurs, et à côté de Maestro avec ses chaînes en noir et blanc, bah, ça tape quoi. C'est ton métier ou est-ce que... Alors non, moi j'ai 2 métiers, mais j'en ai un en fait qui est aussi dans le côté transmission, c'est de faire peindre des jeunes, des lycéens, des collégiens, des jeunes déficients, enfin voilà, amener un petit peu, je vais pas dire la technique du graffiti, mais le délire graffiti à des jeunes et les faire peindre. Donc ça, je le fais régulièrement avec des classes et c'est assez drôle de voir en fait ce qu'ils peuvent sortir comme dessin. Enfin, on part vraiment de leur dessin. Je leur montre comment fonctionne une bombe et je les guide un petit peu dans la composition du mur. Mais voilà, je fais ça effectivement avec des groupes de jeunes, de moins jeunes. Faire peindre des gens, quoi. Et ton travail artistique qui est peut-être plus personnel, tu le développes aussi pour le vendre ou est-ce que non, tu le gardes pour toi? Non, j'ai vendu 2-3 gravures histoire de payer l'encre. Mais non, c'est plutôt une partie kiff, plaisir. D'accord, que tu voilà. que tu gardes pour toi. Voilà. J'ai filé des gravures à des potes ou des copains. Enfin, c'est plutôt quelque chose que j'offre volontiers. Des images, des dessins, des murs. J'ai pas derrière d'ambition entre guillemets artistique et commerciale par rapport à ça, quoi. C'est vraiment juste un bon délire et une bonne passion. Bah, c'est top. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Écoute, non, je te remercie. Moi, je te remercie pour ce que tu fais en tout cas. Ça c'est cool de voir que tu fais des bornes et que tu viens et que tu fais des interviews de gens passionnés. Je te remercie pour ça. Je remercie encore une fois les mecs du mur parce que franchement, je pense qu'on est à l'unanimité. On kiffe tous le week-end. Et voilà. Et puis merci bien pour tout ça, mec. Salut, du coup moi c'est Zoya, je suis graffeuse depuis 8 ans maintenant je crois. Et voilà, je fais des lettrages de base, des persos aussi maintenant de plus en plus. Et voilà. Ton ressenti par rapport à ce qui se passe C'est hyper cool, déjà on est accueillis dans un cadre qui est chambé, franchement. Je trouve ça trop bien, ça change des jams normales en fait, ou des terrains de graffiti où on fait des festivals. C'est vraiment cool, on est au musée des Beaux-Arts, c'est trop bien, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Et puis les artistes sont chouettes, tout le monde a des styles hyper variés et hyper cool, j'adore. Les gens sont gentils. Il y a juste une dame qui nous a dit qu'on polluait aujourd'hui et qu'on puait, mais c'est tout. Ouais, il y a une part de vérité, faut l'admettre. Il est vrai. Mais non, franchement, il y a une ambiance qui est hyper cool et puis en même temps c'est calme et enfin je veux dire c'est pas le gros bordel. Non, c'est trop bien et leur gars est au top, ils nous ont hyper bien accueillis, trop chouette. Je sais pas, en fait moi c'est une trame un peu, de base j'ai commencé avec le lettrage, j'ai été vachement influencée par le lettrage parisien, on va dire, un peu old school, même si à chaque fois que je dis ça c'est un peu chelou parce que c'est mon old school à moi vu que je suis jeune. Ouais. Et donc de base je fais ça, je suis une grande fan de lettres et je suis une très très grande fan de couleurs, j'adore la couleur, j'adore les couleurs qui pètent et en fait petit à petit je me suis mis au perso parce que le perso c'est important quand on veut travailler et vivre du graffiti. Et en fait je fais des mélanges du coup parce que j'oublie vraiment pas d'où je viens et ma passion pour les lettres. Et du coup, je mélange ce style-là de lettres avec des persos qui sont dans un traité vraiment, on va dire un peu... c'est un traité de pinceau, on va dire. Qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Que ça ressemblait à de l'impressionnisme un peu, parce que je travaille en touche en fait. Du coup, je mélange toutes les couleurs que j'utilise normalement dans mes lettres, je les fous aussi dans mes persos. Donc du coup, mes persos, ils sont colorés, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis par rapport à l'association des couleurs, on n'est pas dans des dégradés qui sont utilisés à la perfection, mais tu fais exprès de travailler en fait C'est ça. Un travail un petit peu, je sais pas, de la matière ou en la fait, façon d'appliquer ta peinture. Il y a une certaine matière, il y a une transparence en fait, mais ça me vient beaucoup du digital, parce que j'ai commencé à travailler sur tablette il y a 1 an ou 2, et j'adore ce traité digital là que j'arrive à... En fait, c'est un mix de traité à l'ancienne, un peu presque au couteau, et de traité digital.
avec les transparences et puis les mélanges de couleurs qui sont un peu qui donnent une touche un peu irréelle, en gros, très digitale, quoi. Ouais. Tout ça, par contre, tu le fais à la bombe? Ouais, tout à la bombe, mais avec ma main aussi. Je fais de la patouille. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça m'arrange, quoi. Ouais, exactement. Non, parce que c'est vrai, quand je vois en fait le travail, là, je regardais un petit peu ton matériel, j'ai pas vu de pinceau. Non, ouais. C'est uniquement à la bombe. C'est ça, à la bombe, du coup, et puis je mets des surplus de peinture que j'étale avec mes mains. On m'a déjà demandé pourquoi je travaillais pas au pinceau, parce que j'y arrive pas et je sais pas, je préfère sentir la peinture. Bah après, c'est vrai que c'est compliqué, c'est que la peinture de la bombe au pinceau sèche beaucoup plus rapidement qu'une peinture acrylique classique. Oui, c'est et ça. Si tu vas l'appliquer, ça va pas se tirer de la même façon. C'est ça, et puis au bout d'un moment, le pinceau il va sécher, ça va être un enfer, ça coûte très cher les pinceaux, donc les mains c'est parfait. Ouais, c'est beaucoup plus primitif, mais c'est beaucoup plus, voilà. le rendu est beaucoup plus de ouf. À ta convenance. C'est ça. Et ton travail, en fait, il se limite au mur ou est-ce que tu fais aussi de la production sur d'autres supports, type toile ou pas? Alors, globalement, c'est du mur, mais je fais des toiles aussi régulièrement, parce qu'on me le demande en règle générale ou quand j'ai vraiment le temps. Mais j'avoue que je préfère quand même 10 fois les murs, quoi. Ouais. Donc, s'il y a des toiles qui traînent, c'est rare. D'accord. Et je t'ai pas demandé, en fait, dans quel secteur tu te situes? Dans l'ouest, globalement, parce que je vadrouille entre Nantes, La Rochelle, la Bretagne, et puis après je suis un peu partout avec le graffiti, quoi. Parce qu'en fait les festivals font appel à toi et que tu es amené à bouger pour... Ou même le travail en règle générale, parce que du coup avec le bouche à oreille ça va très vite. Je travaille aussi beaucoup en Europe, beaucoup en Allemagne, je suis un peu tout le temps en déplacement. D'accord. En gros. Ce que je voulais dire, pour retrouver ton travail, c'est sur les réseaux? Ouais, sur les réseaux, alors sur Instagram tout simplement, c'est Zoiazine, Zoiazine, toute la suite. Et voilà. D'accord. C'est tout. Et si jamais du coup les gens veulent faire appel à toi, c'est sur Insta que ça se passe? Ouais, c'est sur Insta que ça se passe. De toute façon sur Insta il y a mon mail aussi, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Ouais. Salut, je suis Boris, le co-créateur de l'application Start avec Aurélien. L'application Start, c'est une application qui permet de découvrir une multitude d'œuvres et d'artistes de street art en France, mais aussi partout dans le monde, grâce à son smartphone, où sont référencées aujourd'hui plus de 30 000 œuvres. Pour nous, Start, c'est une autre façon de faire du tourisme culturel et surtout de mettre en avant toute l'activité et l'actualité qu'il y a autour du street art. C'est une application gratuite et participative qui permet aux amateurs d'art urbain de découvrir les œuvres de street art, mais aussi de les partager. Start met en avant les valeurs du street art et les différentes formes d'art urbain tels que les collages, les graffitis, les pochoirs, les mosaïques, les différentes fresques qui sont présentes dans les rues des villes. On les répertorie, on les géolocalise, et ce qui permet à l'utilisateur de retrouver les œuvres le plus proches de lui ou alors d'aller découvrir partout en France ou dans le monde les œuvres de street art. On affiche le nom des artistes, le type d'œuvre, le trajet pour pouvoir y accéder rapidement à pied. Et on permet comme ça de mettre à disposition des informations utiles centrées autour de l'artiste, puisque l'artiste est aussi mis en avant. On a eu l'idée de l'application au fur et à mesure de nos différentes balades individuelles entre moi et Aurélien, où chacun on prenait des clichés d'œuvres de street art et puis on s'est dit tiens ça serait cool de pouvoir centraliser ça autour d'une carte, c'est vraiment ça l'idée. Et à partir de là on a voulu aller un petit peu plus loin en se disant on va créer une application qui va permettre à tout le monde de partager sur la même carte. C'est vraiment ça l'idée de départ, une idée qui a évolué au fur et à mesure avec la mise en place de fiches artistes traduites en anglais, avec la prise de contact envers de nombreux artistes pour s'assurer déjà que l'idée était bonne, et on s'est aperçu d'un enthousiasme de leur part où ils trouvaient dans l'application le moyen de partager leurs œuvres et d'avoir une sorte de vitrine de ce qu'ils pouvaient produire et de
de pouvoir partager leur univers. C'est aussi ce que permet l'application, puisque dans les biographies que l'on rédige ou qui nous sont données directement par les artistes, on met les liens vers les réseaux sociaux, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir découvrir l'ensemble de l'univers d'un artiste à partir de la biographie qui est présente sur l'application. Start, c'est la possibilité de découvrir les villes avec un regard ludique, en famille, entre amis, mais c'est aussi et surtout une application participative qui offre la possibilité de contribuer au contenu de l'application. Ça marche assez simplement, un utilisateur crée un compte sur l'application s'il souhaite partager des œuvres, sinon il n'est pas obligé, et il va pouvoir comme ça soumettre une œuvre en la photographiant. En prenant la photographie d'une œuvre, l'adresse est automatiquement saisie par sa géolocalisation. Il peut aussi venir la compléter ou la modifier. Et automatiquement, l'œuvre est mise à disposition. Alors automatiquement avec un petit passage, non pas de modérateur, puisque 99% des œuvres, elles sont de toute façon publiées, mais on s'assure qu'il n'y ait pas de photos en double et que ça soit quelque chose qui corresponde à ce qu'on défend. Les nouveautés qui sont ajoutées chaque semaine par les utilisateurs sont visibles facilement. Et ça permet comme ça de pouvoir avoir envie de retourner sur l'application pour chaque semaine découvrir de nouvelles œuvres. On veut aussi, par l'intermédiaire de Start, être la mémoire du street art et archiver les œuvres éphémères, permettant par exemple à l'utilisateur de pouvoir se retrouver devant une œuvre ou devant un mur libre et de découvrir par l'intermédiaire de l'application quelles sont les précédentes œuvres qui avaient été réalisées au même endroit. Alors Start, c'est aussi la promotion de l'art urbain en général. C'est pourquoi on propose une section agenda qui permet de suivre les événements liés au street art en France, et ça permet de les intégrer facilement à son agenda personnel. Donc ainsi sont référencés un grand nombre de résidences qui sont réalisées dans les différents murs de France, tout comme les expositions, les festivals. On essaie vraiment de mettre en avant un maximum de choses. Il y a plus de 250 événements qui ont été partagés, ne serait-ce qu'en 2024, et on espère faire encore mieux en 2025. Alors c'est très facile pour télécharger l'application, puisqu'il suffit de taper ST'_ART sur l'Apple Store ou le Google Store, et on retrouve l'application qui est très très bien notée, puisque c'est l'application référencée comme numéro 1 en France. Et à partir de là, vous téléchargez l'application, elle est entièrement gratuite. La création d'un compte lui aussi gratuit est uniquement nécessaire si vous souhaitez partager des œuvres. Alors la suite pour l'application, on va proposer plusieurs choses. Déjà une nouvelle version de la carte améliorée centrée sur l'utilisateur qui va arriver d'ici quelques semaines. Il y a vraiment eu du changement positif qui permet de rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Et on va aussi prochainement proposer des parcours à l'intérieur de l'application, des parcours adaptés aux besoins de l'utilisateur qui seront proposés dans les différentes régions de France. On recherche à ce titre tous les partenaires qui seraient intéressés pour digitaliser leur parcours street art à l'intérieur de l'application. Merci pour l'invitation à ce podcast, et n'hésitez pas à consulter l'application Start. Vous pouvez retrouver sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, en recherchant apps.start, S-T-A-R-T, et vous retrouverez comme ça toute l'actualité de l'application, et j'espère que vous serez nombreux à rejoindre notre communauté d'utilisateurs. À bientôt, salut! Moi c'est Why Not de Lyon, peintre, muraliste, tagger, graffeur. Et du coup c'est l'asso Banana Pchit qui m'a contacté pour venir peindre sur cet événement, donc bonne surprise. Et me voilà à Dijon pour la première fois pour venir peindre. Qu'est-ce que tu penses de l'événement, de ce qui se passe ici? L'événement il est top, bon accueil, super orga, beaucoup de sourires, que des gens conviviaux, donc on reviendra à Dijon, on reviendra. Puis le public est au rendez-vous, le lieu est quand même assez extraordinaire pour organiser un événement comme ça, donc on est bien.
On est très très bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, essayer de décrire un petit peu ce que tu produis. Ouais, moi je produis, là en ce moment je travaille pas mal autour des mains. Donc le sujet figuratif c'est les mains, comme ici c'est les mains en fait le sujet. Et ensuite autour j'agrémente avec de l'abstrait. Donc j'essaye de mixer figuratif et abstrait en utilisant un peu l'acrylique, la bombe, en tentant de mélanger les médiums pour avoir différents effets, différentes textures. Et enrichir un peu ma peinture, tant bien que mal. Oui, moi j'ai commencé par le tag, ensuite après des lettrages un peu classiques entre guillemets. Après j'ai fait pas mal de portraits aussi. Et du coup, là je voulais sortir du portrait. Du coup les mains, il y avait quand même une possibilité assez large d'expression en fait avec les mains. Comme les portraits déjà t'as pas mal d'expressions possibles, mais les mains aussi tu peux retranscrire beaucoup de choses à travers les mains. Donc je me suis dit je vais partir un peu là-dedans. Puis vu que moi j'en ai 2 des mains, et c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai la chance d'en avoir 2. Du coup j'ai mes modèles sur moi, donc au moins je peux prendre les photos et au moins je pars de mes photos, je peux vraiment choisir la position. Les mains que tu postes, c'est les miennes. Exactement, okay. c'est les miennes, c'est ça. Mais après, c'est surtout pour avoir la position. Après généralement je lâche la photo une fois que j'ai tracé les proportions. Puis après c'est un peu au feeling, donc je rajoute plus de texture, plus de rythme, voilà, donc je suis pas à la lettre le modèle, c'est juste pour la pose vraiment que je m'en sers, mais ensuite après basta, parce qu'avoir la tête sur le téléphone toute la journée quand on peint, moi c'est pas fait pour moi. En fait je suivais à la lettre le modèle, et en fait toute la journée t'es en train de regarder ton téléphone, donc t'as moins de liberté, puis j'appréciais moins travailler de cette façon là, donc c'est vraiment j'utilise le téléphone pour avoir l'image pour l'esquisse, et ensuite après je fais au feeling, donc les ombres, les lumières c'est jamais vraiment bien placé comme il faut, mais c'est comme je le sens. C'est le principal. C'est un travail qu'on peut retrouver aussi sur toile ou non? Si, sur toile aussi. Ouais. Après je fais surtout des murs, mais ouais je travaille aussi un peu sur toile ou sur papier aussi pas mal. Je fais pas mal de j'ai fait pas mal de séries de mains, mais en noir et blanc en fait, plus en mode sketch un peu. D'accord. Mais du coup avec un autre traité un peu plus griffonné. Et du coup j'aime bien un peu mélanger les supports et les outils aussi. Parce que l'un enrichit l'autre, tu vois, ça change un peu aussi. Ça évite de tomber dans la routine. Pour voir ton travail, donc évidemment ça peut se passer sur des festivals comme aujourd'hui, mais j'imagine que tu es sur des réseaux sociaux. Exact, sur Instagram, d'accord. Sur TikTok. Non, je suis pas sur TikTok. Ouais, non, on mettra les liens. Exactement, les liens en bas. Cliquez, la petite sonnette, tout. Mettez un com. Non, mais ouais, sur les réseaux, Insta, Facebook. Ça veut dire que les gens, par exemple, ceux qui aiment bien ton travail, s'ils veulent essayer de s'approprier une partie de ton œuvre, est-ce qu'il y a moyen d'entrer en contact avec toi? Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir se procurer une toile ou quelque chose? Ah ouais, carrément. Hein. Ouais. Généralement, ça passe par Insta ou sinon, ou ceux qui arrivent à avoir mon numéro de téléphone, ils m'appellent. Si je décroche. D'accord, ok. Mais oui, je travaille aussi sur toile, sur papier. J'ai un travail d'atelier aussi, ouais. Mais vraiment après les murs, c'est quand même c'est 75% de mes productions. Tu veux dire que tu es principalement muraliste en fait? Ouais, c'est ça. Okay. Puis je préfère, moi, c'est les grands formats qui me font kiffer. Après les toiles, c'est un autre exercice, mais bon, c'est intéressant aussi à faire. Mais le grand format, c'est un autre kiff quand même. Ouais. Plus de liberté, je trouve, pour moi en tout cas. Oui. C'est vrai que pour certaines personnes, ils pourraient se dire oui, l'inverse. C'est contraignant parce qu'il faut gérer une certaine surface, ouais. Et que ça peut être un peu sujet à panique. Oui, perturbant, ouais. Mais non, après ça c'est une question d'habitude, c'est comme tout. Tous les graffeurs en général, ils ont l'habitude d'exploiter l'espace, quoi. Ouais, c'est clair. Donc ouais, c'est vrai que c'est là-dedans, moi en tout cas, que je m'y retrouve bien. Merci beaucoup. Fin de l'histoire. Voir si je le fais bien, et maintenant je le refaire moi. Je m'appelle Mord et je viens de banlieue sud, Gentilly, collé à Paris, quoi, donc Paris en fait, quoi. Voilà. Voilà, en fait, moi je connais une des personnes de l'orga qui est un de mes meilleurs amis et même je pourrais te dire pas mon maître ou mon maestro, mais quasiment de calligraphie. Donc il s'agit de Ozon, voilà, qui fait partie de l'orga. Et en fait c'est Manu qui m'a contacté du coup pour pouvoir participer au projet. Ça fait 2 mois déjà là, voilà. Ah c'est cool. Voilà.
tu me prépares du coup aujourd'hui? Alors, un plan B. Je devais partir sur un perso, mais finalement, ça se fera pas. Et en gros, là, j'ai un triangle central en ton de gris qui va être entouré en or avec des colonnes de calligraphie à l'intérieur. Et autour, tout ce que j'ai l'habitude de faire en abstraction et en motif, en bleu et turquoise. Et en fait, la partie de fond, voilà, qui sera bleu turquoise, va venir déconstruire et passer au-dessus du triangle. Voilà. Conceptuel. Ouais, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Il y a des projets particuliers du coup à venir? Ouais, changement d'atelier, ça c'est un grand renouveau. Voilà, et en gros projet, ouais, il y a des trucs dans les cartons en ce moment, mais bon, c'est comme d'hab, tu vois, on a toutes les casquettes dans le métier, et malheureusement, tu vois, j'ai un peu cette coutume maintenant, tant que c'est dans les cartons et que c'est pas signé, j'en parle pas trop, quoi, voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'événement, d'organisation, tout ça? Eh ben, franchement, voilà, moi, il faut savoir que j'ai quand même un gros background associatif et d'orga, en plus d'être artiste et musicien. Et là j'hallucine, c'est-à-dire que tout est organisé en pro. Moi j'ai participé au montage hier parce que c'est des moments qui me font kiffer aussi. Vraiment il y a une fluidité et une gentillesse là sur l'orga et un professionnalisme en plus qui est hallucinant quoi, vraiment quoi. Moi c'est Pierre Loup, je fais partie de l'association Zutik, qui est une asso à Dijon qui existe depuis 25 ans et qui était à la base plutôt là dans la musique. Et moi je bossais pas mal dans les quartiers QPV, prioritaires, les UB quoi, à Dijon, notamment au Grésy. Et c'est à ce moment-là où on a commencé en lien avec un appel à projet de la drague, de lancer un projet street art avec un artiste qui s'appelle El Tono. Ça a duré 2 ans et à ce moment-là, en fait, à la fin de ce projet-là, il y a Guy Ernest qui est arrivé. Et en fait, il est venu nous solliciter, quoi. Du coup, moi, j'étais plutôt intéressé par tout ce qui était art urbain, par la peinture sur les murs et tout ça, sans être pratiquant. Et du coup, avec Guillaume, voilà, il avait besoin, lui, en tant qu'artiste qui faisait la curation, d'avoir une personne en fait qui l'accompagne, en fait, un bras armé, quoi, qui permet de mettre en place toutes les autorisations, de travailler. En fait, c'est un job, quoi, à plein temps, de pouvoir demander tout ça, de solliciter faire des bilans, des subventions. Des paplards, quoi. En fait ça prend vachement de temps, quoi, être bien étrié et tout, parce que je crois qu'on est dans une société très protocolaire, quoi. Donc voilà, donc en fait le banana et le mur, quoi, c'est la rencontre entre 2 assos, quoi. Donc Zutik, où j'y bosse avec mes collègues, où on s'occupe du coup vraiment de la logistique, l'accueil des artistes, la prod, l'action culturelle, la médiation, la gestion des bénévoles, l'admin. Aussi tout le côté un peu sono pour les DJ sets et tout, parce que voilà, on a le matos. Et puis du coup le mur, eux, ils sont vraiment sur le côté technique, la curation, donc inviter les artistes en lien avec les réseaux qu'ils ont et qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous, parce que nous on n'est pas issus de ce secteur là, quoi. Et puis ils s'occupent aussi du lien, quoi, en fait, aussi d'accueillir les artistes au moment du festival, et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu une espèce de complémentarité inter-asso, quoi. Où, ce qui fait que ça ride, quoi, tu vois, ça roule super bien. Et du coup maintenant, avant dans l'équipe de Zutik, j'étais vraiment le seul vraiment à m'occuper de ce pan-là, quoi. Et puis de plus en plus maintenant mes collègues travaillent aussi, quoi, et les étaient là sur la semaine pour faire le job de logistique, d'aller chercher du matos, avec Salomé qui s'occupe vachement de la com, du coup de tout ce qui est le lien avec par exemple la presse qui a fait l'affiche, les réseaux sociaux, le lien avec le photographe, enfin voilà, quoi. Du coup il y a vraiment maintenant une présence forte et en lien, quoi, entre les 2 assos, quoi. Et en fait ça marche bien parce que en gros moi je vois ça un peu comme ça, comme le collectif du mur avec ces artistes graffeurs dijonnais qui ont l'expertise des réseaux, qui ont une passion, et en fait quand tu es bénévole, tu peux pas forcément avoir du temps entre la vie de famille, la vie d'atelier, la vie où tu dois tourner, faire les galeries, quand tu es artiste, voilà, il y a ce travail là qui est vachement pesant, et du coup à un moment il y a un 3e axe dans la vie d'un artiste, je vois, c'est cet engagement associatif, local, de dire en fait je fais rayonner ma ville, j'ai envie d'inviter des artistes et de pouvoir aussi en tant qu'artiste voir ce truc où par exemple à Dijon c'est Ernest, quoi. On savait que le festival Banana c'était Ernest qui l'avait monté et tout ça, et c'est un peu le 3e point mais qui est vachement chronophage, quoi, pour ces artistes. Et du coup justement je trouve qu'un opérateur culturel, la place c'est de se pouvoir d'être en backup, quoi, d'écouter les besoins et les envies du groupe, quoi,
et pouvoir les réaliser. Et du temps aussi en donnant notre expertise ou notre avis lié au fait qu'on a l'habitude d'organiser des festivals dans l'asso. Voilà, donc voilà. Je trouve que justement le fait que je bosse à plein temps dessus, quoi, ça me permet de... Enfin, plein temps, selon les périodes et les projets, quoi. Là, le Banana, ça m'a pris un mois, quoi, tu vois. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'étais travaillé dessus. J'étais sur un autre festival de musique qui s'appelait le Tribu, avec l'équipe Zutik et tout. Quand ça s'est fini, pendant 3 semaines, j'ai charbonné que sur ça. Et en fait, je le ressens parce que du coup, il n'y a pratiquement pas eu de couac, quoi. Ouais. En fait, c'est juste ce truc de bosser 8 heures par jour sur un événement, bah, en fait, t'anticipes tous les soucis, enfin, tu vois, tous les points de tension et tout, comme t'as tout le temps la tête dedans. Et c'est ce truc-là dans l'orgasme, c'est l'anticipation, quoi, qu'il faut garder. Enfin, franchement, voilà, sur l'événement. Et puis en fait, ce qui est cool, c'est que ça fait quand même depuis 2018 qu'on bosse ensemble. Le collectif d'humeur, il s'est vachement changé. C'est une nouvelle façon de travailler aussi avec ce groupe, quoi. Et là, le groupe d'humeur a évolué, justement. Bah, ça a relancé une nouvelle dynamique. Voilà, quoi, ça a lancé une nouvelle dynamique, quoi, ce nouveau groupe. Ouais. Et notamment, moi, au sein de Zutik, comme j'étais là depuis le début, bah, par rapport aux autres personnes, faire partie un peu de la mémoire, quoi, tu vois. Et du coup, de pouvoir avoir tous ces souvenirs et cette façon de faire et de le penser dont Ernest a pu transmettre et qui, je pense, continue à vibrer là, quoi, tu vois, quand on organise ça. En fait, on a fait en 3 fois le festival. On l'a fait une fois avec des gros muraux, quoi, notamment dans un quartier qui s'appelle la Fontaine-Douche à Dijon. Puis on a fait vraiment des gros murs, et on en a fait 4, je crois, ou 5 en avril. Donc on a dédié qu'à ça, quoi. L'idée, c'est que le festival, je voulais pas tout faire en même temps, quoi. Il y a une année, on avait fait la jam, les live painting, du muro. En fait, à un moment, on est une petite équipe. Et quand t'as pas le temps de profiter des artistes, tu vois, ils sont très autonomes, mais quand t'as pas le temps de pouvoir, tu vois, être avec eux sur l'événement. Il y a une année où la jam graffiti, j'y suis pas allé, quoi, parce qu'il y avait plein d'autres trucs à gérer, quoi. Et donc cette année, on c'était une petite équipe, mais du coup, on étale en 3 phases le Banana. Et donc du coup, il y a eu une phase qui a été vraiment murale avec le mur, et aussi il y avait Missy, Diffuse, Calou, Frature, et le collectif du mur aussi qui a peint. Hop, ça a duré pratiquement 1 mois et demi, quoi. Enfin, c'était ultra long, mais il y avait la peinture des diffuses qui durait 3 semaines et tout, mais on faisait vraiment que du mur, donc c'était cool, tu vois. Enfin, voilà, c'est un artiste, un mur. Enfin, du coup, c'était cool en orga. Après, il y a eu la jam en juin, tu vois, donc vraiment ce truc, on la part belle, tu vois, le plus belle, enfin, comment dire, à la base même du graffiti, elle a son histoire, le fait de le valoriser vraiment sur un temps donné, quoi. Donc c'était un week-end que dédié à ça. Et du coup, maintenant, bah voilà, là, on s'est dit, ça fait plaisir, tu vois, on est en centre-ville, quoi. Enfin, et même, ça fait trop plaisir de se dire, voilà, on est là, tous ensemble, on est sur cette place, en face du musée des Beaux-Arts, pris en sandwich avec l'expo, quoi. On se dit qu'un jour, on rentrera dans le musée, tu vois. Mais voilà, c'est 3 conforts de pouvoir être là, où les gens, les passants et tout, c'est une des places les plus passantes de Dijon, quoi. Ben, les artistes, la gare, elle est à 1/4 d'heure. De trouver l'hôtel, j'ai pris un hôtel qu'on aime bien, qui est vraiment chouette, avec qui on bosse souvent, le Jacquemart, et qui est à 2 minutes à pied, quoi, d'ici. Il y a du coup l'expo, on a une salle de Catherine qui est juste à côté. Ce soir, on bouffe dans un petit resto boui-boui qui est à 2 minutes de l'hôtel et tout. En fait, vraiment, on a tout concentré sur un cercle de 10 minutes à pattes, quoi. Et ça, c'était vraiment un truc à réfléchir, enfin, de se dire, bah voilà, on a hésité à rebouger les modules sur un autre endroit. Mais finalement, on s'est dit, mais non, en fait, c'est trop bien le musée des Beaux-Arts, quoi. Enfin, déjà par rapport au fait que on met les artistes contemporains et pas morts, tu vois. Parce que le musée des Beaux-Arts, c'est vraiment les canons de l'art, d'une histoire qui est donnée par des gens qui ont le pouvoir et tout, quoi. Et là, non, c'est justement nous, on récupère le pouvoir et on propose des artistes du moment, en fait, les nouveaux artistes de l'époque, quoi. Avec des œuvres faites sur place. Ouais, grave, tu vois. Avec, et là, c'est la démarche, en fait, ouais, c'est de voir des gens. Je crois que c'est assez rare de voir des gens peindre, finalement, tu vois. Parce que c'est beaucoup en atelier, ou sinon c'est de se balader dans des friches peut-être la nuit, tu vois, peut-être tu trouves quelqu'un en train de peindre, tu vois, mais bon, c'est un délire, quoi, d'essayer d'aller trouver des peintres, tu vois. Mais en gros, tu vois très peu, enfin c'est très très rare, quoi, surtout à la bombe et tout. Ouais. Donc c'est cool de se donner cette possibilité, quoi. Yako qui m'a contacté pour me demander si je voulais participer. Alexandra de Prinsac. Puisqu'en fait, depuis un peu plus d'1 an sur Dijon, je travaille. En fait, pour la petite histoire, je suis revenue vivre à Dijon il y a 3 ans et je cherchais désespérément un atelier. Donc soit je ne trouvais pas, soit c'était trop cher. Et j'ai commencé en fait à repérer les maisons vides,
comme je viens du squat de la rue de Rivoli et j'avais un peu prévenu les copains de Paris en disant bon, éventuellement si j'ouvre un lieu, est-ce que vous me filez un coup de main? Donc tout le monde était partant, sauf qu'en fait c'était ridicule parce que j'étais toute seule. Donc on n'ouvrait pas un squat quand on ne connaît pas d'artiste et je connaissais personne sur Dijon. Donc en fait j'ai commencé à être à vélo dans la ville, à sillonner la ville, à renifler la ville et à regarder, à repérer les choses vides. Et quand je repassais 15 jours après, la maison était tombée par terre. D'accord. Et ça me faisait un choc à chaque fois. Je me disais, c'est dingue, les petites maisons avec des âmes, elles ne sont plus là. Et j'adore la pierre, j'ai fait énormément de travaux dans ma vie. Donc j'ai commencé à m'amuser à rentrer sur les chantiers et aller dessiner à l'intérieur des maisons, sur les papiers peints, et être un peu en communion avec les maisons, avec les vies passées par là. Et puis de fil en aiguille, d'un amusement qui était un peu un espace ouvert où je pouvais œuvrer, en fait, c'est devenu une démarche artistique et un peu un vrai travail de réflexion. Donc en fait maintenant je vais dans ces maisons-là et après je reviens quand l'immeuble commence à se construire et avant qu'il y ait l'enduit. Donc en fait moi je me positionne dans l'ultra éphémère et je ne dégrade pas. Non, à la base c'est vraiment une démarche personnelle, sauf que là il y a la ville de Talent qui est une ville qui est à côté de Dijon, qui aura un immeuble qui va tomber d'ici 2-3 ans. Et là on me demande de venir, voilà. Donc là il y a un travail de médiation avec les habitants. En fait, je vais faire un peu un travail journalistique entre guillemets, de trouver les habitants qui marquent la ville. Et voilà, donc il y aura une 30aine de personnages que je vais dessiner à ma manière toujours, avec des phrases poétiques. Donc en fait, ils vont être dessinés sur l'immeuble avant qu'il soit dynamité. Et qu'on comprenne en fait ce que tu proposes en termes de production artistique. Comment tu le définirais? Si quelqu'un devait entre guillemets avoir des mots sur l'image. Alors c'est très minimaliste en fait. C'est un personnage que j'ai inventé et qui me suit, qui me poursuit. C'est limite autistique depuis 20 ans. Ce sont une femme et la caractéristique c'est que c'est un trait qui part du front, le nez est un trait en fait. La bouche est assez pulpeuse mais c'est vraiment très minimaliste. Il n'y a pas de... Après quand je suis dans l'atelier il y a un peu plus de travail d'ombre et tout ça, mais dans la rue c'est vraiment, en fait j'ai tout essayé, les médiums, le Posca, la bombe et tout ça, et ça ne me correspondait pas et à un moment donné j'ai pris un pot de peinture, mon pinceau à Rochampire et c'est vraiment mon médium en fait, c'est là où je me sens le plus à l'aise dans la rue. J'abîme pas mes mines sur les murs, enfin voilà, c'est économe en plus. Et tu me disais que tu mettais aussi des phrases? Il y a toujours une phrase poétique qui arrive en fait. D'accord. Alors je sais jamais trop à l'avance ce que je fais. Je fais aussi pas mal de choses dans la rue avec le mobilier, en fait avec les... En fait comment dire, si je devais me définir, je dirais plus que je fais de la poésie urbaine que du street art. C'est l'humanité à ma manière en fait, il raconte des histoires et alors c'est beaucoup de douceur ce que je fais, toujours. Et tu as des influences particulières par rapport aux artistes que tu peux aimer, qui t'auraient influencé, ou pas d'ailleurs, sur ce que tu produis? Non, j'aurais pu dire il y a quelques années, il y a Modigliani dans le port de tête que j'ai de mon personnage, qui a vraiment un grand coup. Et après, j'ai toujours refusé, je me rappelle quand j'étais au squat, donc en 99, ça remonte, et qu'Alex me disait, mais va voir des musées, va te nourrir et tout ça. Et en fait, j'ai jamais voulu, parce que j'avais trop peur d'être influencée, puisque je ne savais pas faire. D'accord. Je me suis dit, si je vais voir, je suis morte en fait. Je vais vouloir faire comme les autres. Ouais, tu avais peur de du coup plus avoir de choses perso qui sortent, mais d'accord, ok. Donc c'est vraiment que ce personnage, il est vraiment né, c'est pour ça qu'il a cette tête qui m'est propre. Hein. Si tu vois mon personnage, après tu sais que c'est moi. Et parce qu'en fait, il est né au fil du temps et j'ai travaillé mes ombres au fil du temps. Enfin voilà, j'ai vraiment en tâtonnant que j'accède là à quelque chose de plus précis. D'accord, c'est top. Et aujourd'hui, ton travail donc il se passe dans la rue. Et il se passe aussi en atelier, tu disais? Tu produis pour vendre des... Oui, mon métier, enfin là c'est pas la rue qui me fait manger. Ouais. Donc depuis toujours, en fait, j'ai toujours travaillé en comment dire, j'ai passé 20 ans dans Lyon, donc j'avais un atelier que j'ouvrais une fois par mois, donc je fidélisais mes clientes, comme ça en fait, les gens venaient me voir, pouvaient me voir en train de travailler, et voilà. Donc moi j'ai toujours bossé comme ça, 2 fois avec des galeristes, mais à chaque fois ça a été catastrophique les expériences. Il s'avère qu'à la base j'avais fait des études de commerce, j'étais pas du tout destinée à être artiste en fait. Donc voilà, j'ai pas peur des gens, je sais vendre mon travail, je suis à l'aise et donc je loue des espaces, je loue des lieux pour exposer en fait en général. D'accord. Ouais, tu fais à ta sauce quoi. Je fais à ma sauce. Et en plus j'en ai besoin parce que c'est tellement un métier de solitaire et de tenir quand même 25 ans, être toute seule dans un atelier, c'est quand même des fois compliqué. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est pour ça que la porte des galeries n'est pas ouverte pour moi, parce que quand je les contacte, je me prends des vents aussi. Et je pense que c'est parce que j'ai besoin en fait de la relation humaine. Et tu la trouves seulement quand tu es en expo et que tu parles avec les gens. C'est une évidence.
Et là, ma dernière expo, je l'ai faite à la Ferronnerie. C'est un lieu à Dijon qui est très sympa, que j'ai loué ironiquement pour les Journées du patrimoine pour présenter mon travail de rue. Et en fait, là, j'ai vraiment eu un retour des gens qui voient le personnage dans Dijon et qui me disent c'est vous en fait. Donc voilà, et là, ça m'a fait travailler. J'ai vendu des tableaux aussi parce que les gens voient ce travail de rue. Oui, qui voulait s'approprier un petit morceau. Le personnage, ouais. Donc ça, c'est assez bluffant. Enfin, je m'y attendais pas et du coup, c'était émouvant qu'il y a une cause à effet vraiment de ce que je fais dans la rue. Moi, c'est très personnel en fait. C'est pas forcément visible. À la base, c'est pas pour être vu. Mais au final, les immeubles, on les remarque quand même et du coup, ça attire l'œil sur quelque chose de poétique, sur quelque chose qui est complètement détruit et apocalyptique. Moi, j'ai surtout Instagram qui est vraiment ciblé, où je mets vraiment que mon travail de rue, qui est Alexandra de Prinsac, tout simplement mon nom. C'est tout mis en noir et blanc parce que du coup, en fait, je fais souvent des vidéos quand je suis en train de peindre ou des choses dans la rue ou des photos. Et là, il y a un travail photographique qui se fait avec mon ami qui s'appelle Guillaume Bonnefond, qui est photographe. Et maintenant, on fait un travail un peu ensemble dans la nature aussi, où en fait, il shoot, il fait les photos qu'on imprime sur carte ou sur Dibon. Et à l'expo de la Ferronnerie, il y avait un mélange. Donc, c'est en fait la rue qui rejoint l'atelier. Donc, il y a des tableaux, comme je travaille le noir beaucoup maintenant. Et voilà, donc c'est surtout sur... Après, on peut trouver sur Facebook également. Alors, si on a envie de... C'est plus personnel, je raconte plus ma vie, mes émotions sur Facebook, en fait, un peu comme un journal de bord artistique. Et sur Instagram, comme c'est le culte de l'image, blablabla. On trouvera plus les photos de rue. Rajouter vraiment le petit message à passer, je pense que c'est vraiment les parcours de vie de toutes ces personnes qu'on rencontre en fait, comme moi en 99 c'était Calex, Gaspard, Bruno, tous ceux du squat, que je remercierai jamais assez d'avoir eu l'audace d'ouvrir des lieux et de permettre à des artistes qui n'étaient pas artistes de naître. Et en fait un merci à toutes les claques dans la gueule de la vie qui en fait au fil du temps je me suis rendu compte que c'est des sacrés cadeaux cachés. Et qu'en fait, c'est quand on traverse le noir, on trouve sa propre lumière et en fait, c'est bien les claques. Ça fait cheminer et je remercie la vie pour les coups dans la gueule. Voilà. Salut, moi c'est Rétro graphitisme sur Insta. Pourquoi rétrographitisme? J'ai juste fait une synthèse de différents courants. Je parle souvent du rétrofuturisme qui est un courant graphique et j'ai voulu transposer les codes du rétrofuturisme, c'est-à-dire d'imaginer un futur à partir d'un passé un peu plus ou moins lointain, en se disant à telle période, si notre futur avait évolué à partir de ces traitements graphiques-là, qu'est-ce que ça aurait pu donner maintenant? Ça, c'est le rétrofuturisme. J'ai essayé de le transposer au graffiti en me disant, le concept, c'est on fait du graffiti, on imagine du graffiti à partir de l'Égypte antique et de se dire comment aurait évolué ce principe du graffiti, quels seraient les codes maintenant. Alors j'essaye d'appliquer ça pour l'instant un peu légèrement dans mon travail, légèrement dans le sens où j'ai pas encore, je pense, réussi à aboutir à une synthèse très percutante, mais elle reste un peu diluée. En même temps, est-ce que je veux que ce soit plus percutant et trop facile? Je ne crois pas. C'est bien, je vais faire une analyse en même temps en discutant. En tout cas, pour revenir au sujet principal, rétro-graffitisme. J'ai commencé le graffiti dans les années 90. J'ai commencé à faire des petits tags en 90-91 et à peindre en 92 sous le pseudo de Toons avec le groupe KCA dans les années 90, donc sur Paris. Et j'ai repris la peinture en 2011 en changeant de concept et de blase parce que j'ai été déconnecté pendant 15 ans du graffiti. Quand je suis revenu, j'ai vu que le niveau était tellement élevé que j'allais pas rester avec mes codes des années 90 à faire des vieux lettrages péraph comme je faisais avant. Donc j'ai essayé de me mettre un peu à la page, tant bien que mal. Donc pour revenir au sujet initial aujourd'hui, j'ai été invité par l'asso Le Mur sur Dijon. Une super asso, avec une super orga, avec un événement nickel au cordeau où tout le monde est hyper sympa, c'est ultra bien organisé. Alors c'est pas pour leur faire de la lèche, mais alors vraiment ça fait super plaisir de rencontrer des gens comme ça et un événement hyper bien organisé parce que ça facilite vachement le taf. Il n'y a pas à se prendre la tête, tout est réglé et on peut juste se concentrer sur le boulot et c'est vraiment important de le dire parce que ça aide énormément. Alors depuis quelques années, je travaille sur une thématique qui est liée à la Mésopotamie pour essayer
d'expliquer simplement ce qu'est la Mésopotamie pour ceux qui n'ont pas forcément les références parce que c'est pas évident. Pour le situer dans le temps, on est à peu près à moins 10 000 avant Jésus-Christ, sorti du néolithique. Et dans le lieu, c'est sur l'actuel Irak. On retrouve des traces jusqu'en Turquie. Et sur on appelle ça le berceau de la civilisation, parce que c'est la plupart des sujets qui sont liés à notre civilisation actuelle sont nés là-bas. L'étude des astres, l'agriculture, l'architecture, les mathématiques, notre façon même de décompter le temps, tout vient de là-bas. Et je travaille dessus parce qu'il y a une grosse symbolique qui est importante pour moi, qui est de dire, à un moment, ça suffit la paresse intellectuelle, alors sans prétention aucune, mais parce que je vois trop de montée du nationalisme partout et du populisme. Je trouve ça complètement débile et c'est de la vraie paresse intellectuelle que d'aller chercher à taper tout le temps sur les autres, plutôt que se dire que non, il faut aller chercher les causes ailleurs, de mon point de vue, qui sont plutôt le capitalisme, et d'arrêter tout le temps d'essayer de rejeter les autres. Et simplement de se documenter sur nos origines communes, quelles qu'elles soient, et nous sommes tous dans la même barque, et de se dire, faisons des recherches, essayons de comprendre d'où on vient, arrêtons. Alors évidemment c'est prétentieux parce que personne ne va écouter ce que je vais dire, enfin personne dans le sens où très peu de personnes, mais au moins d'essayer de communiquer un peu là-dessus, juste de se dire, soyons un peu plus tolérants, ouverts avec les autres, quand on parle de migrants ou de n'importe quelle minorité, mais ça forcément ça englobe tout le monde. Enfin, c'est des faux problèmes et c'est des fausses causes, et il ne faut absolument pas aller chercher ces problématiques-là. Et pour ça, il faut se documenter, il faut lire, il faut se renseigner. Et pour moi, cette thématique de la Mésopotamie, elle est super intéressante parce que c'est vraiment là où tout a commencé. Et d'arrêter de se dire qu'il y a le bien, le mal d'un côté. Non, tout le monde sort la même soupe pour essayer de dire que c'est l'autre le problème. C'est absolument pas ça le problème. Il faut arrêter de simplifier les choses. Et c'est ce que je veux dire à travers mon travail, c'est d'arriver à mélanger des codes, essayer de moderniser un peu différents codes issus de cette période-là à ma sauce. Et d'essayer de faire passer ce message-là en discutant avec les gens, en disant mais putain, renseignez-vous parce que c'est hyper intéressant quand on lit un peu sur le sujet, tout ce qui découle de ça, même les 3 principales religions monothéistes, toutes les histoires qu'on nous sort dans ces histoires-là. Je ne suis pas croyant, je ne critique pas, chacun ses convictions, mais si on remonte un peu aux origines, on arrive à voir que tout est tiré de mythes qui sont liés à la Mésopotamie, parce qu'on a énormément d'écrits et de traces, vraiment des faits concrets qui nous ramènent à cette période et qui nous permettent de reconnecter les histoires et de se dire ok, on nous sort quand même pas mal d'histoires à dormir debout depuis longtemps, et essayons de décoder un peu tout ça. Après, chacun de faire son interprétation, on peut très bien rester un peu mystique, rester religieux, connecté à tout ça, et libre à chacun, mais de savoir d'où ça vient et d'essayer de comprendre qui nous sommes, je pense que ça c'est pas mal. Et surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'on se perd un peu, et qu'il serait bon ton d'essayer de se réveiller un peu et d'arrêter d'être manipulé par tout le temps les mêmes conneries, les mêmes abrutis qui parlent mieux que nous, et qui réfléchissent soi-disant mieux que nous, mais qui vendent juste leur soupe, quoi. Et je trouve ça insupportable. Donc voilà, plutôt anticapitaliste, antifasciste, antiraciste, tous ces connards-là, et tous ceux qui comprennent rien et qui défendent une espèce d'état d'esprit populiste. Je pense qu'ils ont tout faux. Je pense pas que ce soit des mauvaises personnes, je pense que c'est des gens qui sont un peu perdus et qui sont mal conseillés, qui font pas beaucoup d'efforts, et je pense que si on arrive à discuter avec eux, alors ça va être assez compliqué de discuter avec des gens comme ça qui sont assez obtus, mais il faut faire l'effort d'essayer d'argumenter, mais pas d'argumenter avec des impressions, mais avec des faits, et s'en tenir à du concret. Donc se documenter, avoir des faits à apporter, pouvoir échanger, discuter. Tant qu'on est face à des gens intelligents, on peut discuter et échanger, et c'est ça peut-être qui pourrait nous sortir, c'est une utopie, hein, j'aime espérer ça, et j'aime croire ça, mais j'aimerais que ça soit la réalité. En tout cas, voilà, discutons. Eh bien écoute, si tu peux me raconter un petit peu d'où vient en fait cette association, comment ça a été créé, Ernest, combien de temps? Membre fondateur du collectif Le Mur Dijon. En fait, ça remonte au moment où je suis revenu à Dijon en 2018 et où je suis allé discuter avec la mairie de Dijon. Une rencontre avec Christine Martin, l'élu de la culture, qui est venue à mon atelier en fait. Et du coup, je l'ai interpellée sur le fait que la ville était une ville d'art et d'histoire et qu'en fait, il n'y avait rien sur l'art urbain, qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et bien, du coup, elle m'a tendu la perche en disant vas-y, monte un projet et on voit ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est parti de là. Au début, c'était un peu
compliqué tout seul de monter des choses, donc je me suis rapproché des vieux potes comme Yako, Cynic, à monter une petite structure vite fait pour créer le mur déjà à Dijon. Enfin au départ il y avait déjà une jam graffiti sur 2 jours, un peu en référence à ce qu'on faisait quand on était jeune dans les années 90. On faisait des portes ouvertes aux tanneries et on faisait une jam graffiti sur 2 jours. C'est vrai. Donc l'idée c'était de reproduire un peu ça. Donc là l'occasion était bien parce que c'était les 30 ans du crew TSH et on a monté The Silenteros Festival sur 2 années consécutives avant de faire le mur en fait. Et après le mur était suivi sur le centre-ville, donc l'idée c'était déjà de trouver un endroit en hypercentre, en zone protégée justement, pour que aussi que les gens prennent conscience que l'art d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Et voilà. Alors très vite, je me suis fait interpeller par des gens qui à l'inverse disaient que je faisais de la comment ça s'appelle ? Gentrification. Oui, merci. Donc que je faisais de la gentrification par l'art. Alors ce qu'ils n'ont pas compris ces gens-là, c'est là-dessus, c'est le discours que j'ai tenu au début. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans les années 90 au niveau du graffiti, qu'à l'époque notre art il était relégué qu'au quartier populaire et en zone périurbaine, en accompagnement d'ateliers pour les jeunes, qui n'avaient aucune notion artistique derrière et juste populaire. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment de dorer le blason. Et le voir en hypercentre dans un secteur protégé, pour moi c'était gagné, c'était l'inverse. C'était pas une gentrification, c'était une culture populaire qui arrivait dans un quartier bourgeois. Bon bref, ces gens-là, c'est dépolitisé, tout est critiquable. Bref, Christine Martin a bien appuyé sur l'affaire, c'est bien, c'est chouette, sur la création de ce mur avec la mairie de Dijon. Le lien s'est fait très rapidement et on a pu faire un artiste tous les 3 mois. Et l'idée c'était une galerie à ciel ouvert pour présenter cet univers et ça, c'était cool quoi. C'est vous qui recrutez les artistes? Moi je faisais la sélection des artistes. Ou... Non, l'idée c'était aussi d'avoir une sélection un peu pointue pour emmener de la qualité. Parce qu'on n'avait que 3 artistes par an. Donc on était obligé de faire une sélection, donc la sélection elle était dictatoriale. C'est-à-dire l'idée c'était de faire un panel des différents univers surtout. Donner à voir un peu les différentes disciplines qu'on peut avoir dans l'art urbain. Et c'était introduire ça parce que c'était la première fois à Dijon, il n'y avait rien. Et l'année d'après, on a créé le Banana Pchit où il y a eu les premières fresques pérennes qui se sont installées sur 2 années de suite. Puis après, moi j'ai eu tellement d'activités qu'il a fallu que je prenne mes distances pour me recentrer sur moi. Donc là, il y a une équipe qui tourne sur le festival et sur le mur qui ont pris le relais, c'est très bien. Moi c'est Oni, je suis d'Orléans, je viens du graffiti, j'ai commencé dans les années, on va dire début 90, un truc comme ça. J'ai commencé par le graffiti entre guillemets pur et dur, on va dire comme tous les gamins, donc quand ça a débarqué, tac, graphe, tout ça. Et si tu veux, moi j'étais toujours le mec un peu plus, je kiffais dessiner déjà avant ça. Donc du coup j'ai toujours été le mec qui faisait un peu les persos quand on faisait des fresques à plusieurs, tout ça. Moi j'étais toujours un peu dans le fond, dans la production du fond et les persos, plus que le lettrage on va dire. Donc le lettrage j'en ai beaucoup fait on va dire, mais j'étais plutôt spécialisé on va dire entre guillemets sur tout ce qui est perso, décor et tout ça. Et du coup donc une grosse influence graffiti. Comme beaucoup à cette époque là et après moi j'avais pas que ça en fait, j'ai ma mère moi qui est très qui kiffe la peinture, qui me traînait dans les expos, à l'époque ça me faisait chier, j'aimais pas du tout, mais bon au fil du temps quand même ça m'a fait un bagage d'autres choses que le graffiti. Et puis après les années passant, moi je me suis vachement intéressé à tout ce qui est art moderne, donc le fameux grand Picasso, mais pas que, tous les gens de cette 1900, tu vois, les années 1900. Et du coup, après, comme j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai mélangé tout ça, j'ai secoué, et puis ça donne un peu ce que je fais un peu maintenant, qui est un petit peu un mélange hybride entre peut-être des peintures plus classiques, art moderne, machin, et avec des outils du graffiti, et voilà. En fait, moi, ça fait la 2e fois que je vais à Dijon. La première fois, il m'avait appelé, il m'avait contacté pour le mur Dijon, qui se fait
fait régulièrement, et il y a ça 3 ans, on va dire. Et donc j'avais fait le mur là-bas. Ça s'était super bien passé. À Dijon, franchement, ils sont top. Hein. J'ai pas fait beaucoup de festivals, tout ça. Je suis pas un spécialiste, mais là-bas, l'orga, elle est top. T'es bien accueilli, tu fais la fête, impeccable. Donc ça s'était super bien passé. Et puis, alors, je sais pas après eux de leur côté comment ça s'est passé, mais ils ont présenté mon boulot à des gens, et puis finalement ces gens ont voulu que je fasse un mur, et c'est pour ça que j'y suis retourné là pour faire un mur qui du coup reste. Et oui, parce que j'ai vu que c'était en partenariat avec Promogine, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est dans un nouveau quartier où donc ils ont fait des nouveaux bâtiments, de nouveaux immeubles, et puis là ils voulaient faire une façade qui est quand même assez balèze. Ça doit faire 6 étages, je crois. Ouais, comme ça. Donc c'est un gros mur, et puis voilà. Alors pour la petite histoire, du coup, moi, comme il y avait 3 ans, enfin, ils avaient vu mon boulot d'il y a 3 ans. Donc c'était plus figuratif, plus inspiré Picasso, machin, tout ça. Et du coup, là, mon boulot, il avait un peu changé entre-temps. Ah. Et finalement, je leur ai montré un peu mon nouveau taf, et puis ça a plu, donc ça l'a fait. En fait, aujourd'hui, maintenant, tu vois, c'est mon vrai boulot. Enfin, je fais que ça. Je fais de la peinture, alors essentiellement sur toile, parce que pour produire et puis enfin des expos, tout ça, c'est quand même ce qui est le plus approprié, on va dire. Donc des murs, maintenant, j'en fais beaucoup moins. Depuis que j'ai commencé le graffiti, en fait, il y a un pote à moi, Skepa, qui, on a toujours évolué plus ou moins ensemble. Là, on partage l'atelier ensemble, et là, on va peut-être ouvrir, nous, enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr, on va ouvrir un lieu sur Orléans, justement, d'expo, et pour l'année 2025, ça va être ça un peu notre truc, quoi. Parce que sur Orléans, en fait, c'est une ville qui est, d'un point de vue culturel, c'est un peu compliqué. Mais donc, nous, on va faire un lieu à nous, où on fera des expos de nous, mais pas que de nous. Et voilà. Donc, si on veut me contacter, c'est via Instagram. Et si on veut voir mon boulot, c'est via Instagram aussi. Donc, c'est Oni Jackson. Oni-du-bas Jackson, je crois, pour me trouver. Ça doit être un truc comme ça. Et voilà. Donc là, on peut voir mon boulot actuel, plus ancien, et pour me contacter. Voilà. Diffuse, de Marseille. Il a fait sa plus grosse fresque qu'il a fait. Donc là, c'était pour le mur. Donc il a un truc le mur. Mais il a aussi fait, tu vas peut-être voir sur les photos là-bas, il a fait une façade à Fontaine-Douce, donc à un quartier de Dijon. C'était sa plus grosse façade. C'est un copier-coller de ce qu'il a fait. Mais je comprends. Là, c'est aussi une sérigraphie, non? Non, ça c'est le mur, tu vois. Ah, c'est une photo du mur. Wow. Ah oui, d'accord. Ok, je le sais. Tu vois, maintenant il y a un cadre, il y a tout le machin, le logo du mur. Mais la sérigraphie, regarde. Salut, moi c'est Guillaume, aka MSTR, aka Maestro, lyonnais d'origine, crew ALFTWP. Je fais de la peinture fresque depuis 20 ans. Voilà, j'ai beaucoup peint en Rhône-Alpes, je suis allé à droite à gauche, je suis un passionné de graffiti depuis ma plus jeune enfance, et voilà, j'ai la passion de la lettre. Et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à venir à Dijon, participer ici Alors il y a plein de choses, et je connais Max et Nico depuis un moment, et du coup j'apprécie énormément ces deux gars parce qu'ils sont en or. Et du coup ils m'ont proposé cette année de venir en tant qu'artiste pour faire ce que j'aime en dehors d'une jam graffiti, donc respect à eux, moi ça me fait grave plaisir, je m'éclate, voilà. C'est le but. Magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, comment tu arriverais à mettre des mots sur l'image? Après un long cheminement de recherche qui m'a pris très très longtemps, je me suis arrêté un peu sur les mécanismes. C'est un truc un peu de science-fiction, d'art rétro-futuriste, de mélange de ce que mes parents me faisaient lire quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, je m'éclate là-dedans bien plus que dans aucun lettrage que j'ai jamais fait. Donc c'est vraiment l'enchaînement naturel de toutes ces années de voyages et de rencontres. D'accord.
travailles des couleurs particulières aujourd'hui? En fait, c'est une production qui est... Alors aujourd'hui, c'est une production test. Et aujourd'hui, on me dit fais-toi plaisir, t'as plein de bombes, t'as plein de machins. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partir sur un truc vraiment en rapport au nouveau boulot que j'essaye de mettre en place, où j'essaye de fondre mon graffiti dans un décor qui lui correspond mieux. Parce que jusqu'alors, je faisais des mécanismes sur des fresques à côté de graphes normaux, avec des fonds normaux. Donc ça dépassait pas le cadre de ce que je voulais artistiquement. Et là, aujourd'hui, j'essaye de pousser le truc un peu plus loin pour que tout soit cohérent. D'accord. Et ce travail-là, pour toi, il a un aboutissement particulier ou tu laisses aller en fait cette créativité vers là où ça te mènera? Non, moi je laisse là où ça me mène parce que quand je me mets la pression, j'arrive à rien. Donc le but là, c'est vraiment de m'éclater et quand j'en aurai marre, s'il faut, je passerai à autre chose. Alors je vis du graffiti, mais malheureusement, j'ai pas la possibilité de vendre mon travail. Donc moi, je fais un travail d'artisan, je fais des devis, des maquettes. Je fais beaucoup d'animations avec les jeunes, c'est les 3/4 de mon travail. Après, si on m'en donne la possibilité, j'aimerais bien développer ma patte artistique sur mes chantiers. D'accord. Et sur ce type de travail, est-ce que du coup tu as des projets qui se profilent à l'horizon? J'aimerais bien essayer de développer mon style et vraiment arriver à même rentrer des persos dans ce style, essayer de devenir complet au maximum pour pouvoir m'auto-suffire. Parce qu'aujourd'hui, on a tous vieilli, on a tous des vies de dingue et on ne peut pas forcément compter sur quelqu'un pour venir faire une idée que j'ai dans la tête. Et il faut du temps, les week-ends ils s'enchaînent et puis les années passent. Et donc du coup, aujourd'hui, le but c'est d'être à 100% autonome dans ma pratique. D'accord. Alors moi, ils peuvent me trouver que sur Instagram sous le pseudo The Blue Is Back avec des tirets du bas entre chaque mot parce que j'aime pas spécialement afficher mon boulot. D'ailleurs, là-dedans, il n'y aura que du graphe, quasiment aucun chantier. C'est juste un partage de passion, rester en contact avec les potes, rencontrer 2-3 nouveaux gars. Par rapport à l'événement, quel est ton ressenti? Je dirais comme tout le monde, bienveillance, soleil, sourire, éclate, bonne bouffe, tout ce qu'on kiffe du graffiti. La base, l'échange, le partage, le kiff. Braise, je suis un graffeur de Rennes. Là je suis parti sur une composition abstraite. L'idée c'est d'utiliser les formes habituelles de mes lettres graffiti. D'accord. En se lançant le défi de ne pas faire de lettres. Donc je garde les formes mais j'essaye de surtout pas faire référence à des lettres. D'accord. Ce qui n'est pas évident parce que c'est un réflexe. Forcément, oui. C'est un réflexe naturel, quoi. Et quel lien tu as avec l'organisation du Banana Pchit ou du Mur? Moi j'ai rencontré Ernest il y a 7-8 ans. On l'avait invité à Rennes parce que j'organise un événement qui s'appelle Teenage Kicks avec Patrice Poche. Et on s'est retrouvé avec Max il y a 3 ans où on a produit une expo d'Ernest à Rennes aussi. L'année dernière, Banana Pchit m'a invité. Là c'était sur un débat sur la liberté d'expression dans l'art urbain. Et puis ils ont souhaité m'inviter cette fois en tant qu'artiste à Banana Pchit. Donc j'ai été d'ailleurs invité aussi à faire le visuel pour cette édition en tout cas. En fait, pour comprendre mon travail, il faut voir le cheminement justement. C'est-à-dire des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, comment je suis passé de lettrage white style vraiment traditionnel, recherche de lettres et d'équilibre des lettres, à déstructurer un petit peu les lettres en trouvant des dynamiques de direction. Et puis ensuite, j'ai rencontré, ça vient des rencontres aussi avec d'autres artistes qui m'ont fait voir les choses d'une autre façon. Et en modifiant au fur et à mesure. Donc c'est en perpétuelle évolution, avec des révolutions tous les 3-4 ans. Et là, je suis arrivé à un stade où je partage un petit peu entre quelque chose de lettrage abstrait, semi-abstrait, où je reviens au lettrage, où parfois j'ajoute aussi des personnages. En fait, ce qui était compliqué à un moment donné, c'était d'arriver à faire le lien entre le traditionnel white style b-boy et passer à quelque chose de complètement à côté, mais en fait tu
n'arrives pas vraiment à lâcher tes réflexes, puisque c'est quand même 30 ans de pratique, et en fait tu finis toujours, même moi quand je travaille sur des formes complètement abstraites, il y a un personnage qui apparaît, du coup je le garde et puis je m'en sers, quoi. Et c'est ça qui est un peu magique avec l'abstrait, c'est que tu arrives à voir des choses qui à l'origine n'étaient pas voulues, quoi. Ouais. Donc en fait le truc se construit un petit peu comme ça, donc il y a une part de sketch. Il y a un sketch de départ, puis ensuite il y a tout un travail de choses qui apparaissent sans vraiment le vouloir, quoi. C'est une histoire de sentiments, de sensibilité. Et puis les gens, quand ils vont regarder ma peinture, ils vont pas voir du tout la même chose que moi, quoi. Ça, c'est beau. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est justement la relation ensuite que vont avoir le public avec cette peinture-là, qui est pas des... Donc en fait, j'oublie la volonté que moi j'ai. Moi, je suis juste dans une histoire de composition et j'essaye de pas trop diriger. C'est là où l'exercice de pas faire de lettres ni de pas faire de personnages est pas évident et pas facile de tomber dans l'abstraction totale, parce que c'est comme quand on regarde les nuages et qu'on voit un dragon, une baleine. On se rattache toujours à quelque chose d'illustratif, d'humain et l'abstraction, c'est vraiment de la sensation, quoi. Ce que tu produis aujourd'hui, ça se passe sur mur, ça se passe sur toi. Comment se compose ton travail? Ça dépend des périodes, mais je fais des allers-retours entre la toile et l'atelier, la toile et le mur. Le mur, parce que ce qui m'intéresse dans le mur, c'est l'environnement qu'il y a autour. Ouais. C'est-à-dire que je vais m'inspirer, donc c'est pas une toile blanche, un mur pour moi, c'est vraiment quelque chose où tu as des accidents, tu as la peinture qui est derrière, qui est écaillée, qui est intéressante, tu peux avoir une fenêtre, une ouverture ici, un morceau de bois qui est... Et c'est ces murs-là qui m'intéressent, ces vieux murs décrépits, et qui vont me permettre de faire une composition en jouant avec. D'accord. Ce que tu peux pas faire en atelier, parce que tu as une page blanche, du coup je m'inspire de ce que j'ai fait dans la rue en atelier, puis ça me permet de ressortir d'autres formes que je vais ensuite réutiliser dans la rue, donc en fait les deux se nourrissent, quoi. Ce travail, c'est un travail qui est ton travail du quotidien. Comment c'est... Alors c'est c'est en permanence, en fait, dans ma tête. C'est comme, comment dire, depuis que j'ai découvert le graffiti, je pense que la création artistique, c'est quelque chose qui est inné chez moi, qui est en moi. C'est un peu le feu, tu vois. Il faut que j'ai besoin de ça, et je peux pas vivre sans ça. C'est en moi, ça m'obsède. Et même si j'ai un travail à côté, c'est toujours en filigrane derrière. Puis ensuite, je vais aller à l'atelier où je vais dessiner entre les deux. Mais en fait, je peins parce que j'en ai besoin, quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément un métier à temps plein pour toi. Je l'ai fait pendant des années. Je l'ai fait pendant des années, mais là maintenant je suis salarié, donc j'ai une activité à côté qui me prend énormément de temps. Du coup, ça m'a aussi permis de me libérer de la commande. Donc je me mets pas la pression sur... En fait, j'ai plus de clients face à moi, donc je suis libre de faire ce que j'ai envie en peinture, quoi. Ouais. Même si ça m'arrive de répondre à les commandes, parce que des fois il faut aussi gagner de l'argent, hein. Mais cette liberté-là, par contre, c'est vraiment cool pour avancer dans ton travail, quoi. Ouais. On va pas te freiner en disant, comme si tu avais un agent ou un galériste qui va dire non mais c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Là je m'en fous, en fait. Je suis libre de ça. Ceci dit, j'aimerais bien pouvoir y passer plus de temps. Ouais. Enfin c'est une balance qui n'est pas facile à trouver, quoi. Pour te retrouver, pour réussir à rentrer en contact avec toi, si on veut voir ton travail, comment ça se passe? Sur les réseaux? Ouais, voilà, c'est comme tout le monde maintenant. J'ai un Instagram, Brez72, BREZ 72. D'accord. Et c'est là que je poste de temps en temps. Je ne suis pas hyper actif sur les réseaux. Et puis j'ai un site internet qui est lié au compte Instagram, qui est brez72.org. Super. Un dernier mot concernant l'organisation de l'événement. C'est super cool, les supports sont bien, on est mis dans un environnement qui est vraiment chouette. On a de la chance, il fait beau.
c'est toujours agréable de rencontrer les autres artistes, de retrouver des copains. Donc un grand merci à Pierre-Loup, à Max, à toute l'équipe pour l'accueil qu'ils nous font, qui est vraiment de qualité, quoi. Pour être enchanté, pour découvrir, pour redécouvrir des artistes. Hier soir, avec Antoine Aymonier, qui est aussi un des pionniers de cette histoire de mur, hier soir, on essayait de se remémorer les 23 artistes qui sont passés. Là, vous allez pouvoir vous en rappeler, vous avez toutes les photographies, les tirages, les sérigraphies. Vous pouvez en acheter, c'est formidable. Je fais de la pub. Et puis, vous avez aussi ce film, ce time-lapse incroyable qui retrace toute l'histoire de ce mur. Allez-y, emmenez vos amis et puis profitez de ce beau moment-là et de cette belle exposition qui, pour moi, signifie énormément de choses. Le moment où Dijon, enfin, dans son centre-ville, avec tout un tas d'artistes. J'ai en tête Mantra qui était sur le premier Banana, qui a une fresque rue Bossuet, enfin, toutes ces personnes, tous ces artistes, tous ces gens formidables ont pu enfin s'exprimer. Tout ça est né à la suite d'une rencontre avec un artiste qui s'appelle Ernest. Christine Martin, que vous connaissez certainement. À la culture, mairie de Dijon. J'étais allée voir Ernest dans son atelier parce que j'aimais son travail. Et lors de cette première rencontre, Ernest m'a demandé 3 choses. Un mur, comme celui que nous avons rue Jean-Jacques Rousseau et dont il est question dans l'exposition qui est inaugurée aujourd'hui. Un festival et un mur libre. Aujourd'hui, il y a les 3. Et donc, le mur est né de cette volonté d'un artiste avec une collectivité, en l'occurrence la ville et moi, qui soutenons financièrement l'histoire. Et depuis juillet 2018, nous avons un mur à Dijon, qui est en plus un mur assez étonnant et important, parce que si j'en crois tout ce que les artistes me racontent, c'est qu'il est très rare d'avoir un mur vertical. Par ailleurs, il est très rare d'avoir un mur en plein centre-ville, dans le centre historique de la ville. Ensuite, le festival, il est né à la demande de Ernest et du collectif du mur. C'est eux qui l'ont imaginé, qui le portent avec Zutic Productions. Et voilà, on en est à la 4e édition. Et tout ça, c'est une histoire de confiance entre les artistes et moi, et puis une volonté de faire qu'une ville de patrimoine, soyons précis, ville d'art et d'histoire, en cœur de ville, puisse porter les artistes d'aujourd'hui bien vivants et qui, parfois, ont peut-être plus de mal à s'exprimer que dans notre ville. Cette année, lors de la première partie du Banana, 2 énormes façades ont été peintes dans un quartier de la ville. L'une d'entre elles, elle fait 820 mètres carrés. C'était la plus grosse que l'artiste ait jamais portée. Et c'est une des façades remarquables aujourd'hui, qu'on voit d'extrêmement loin. C'est absolument formidable. Et d'autres grands projets avec des façades aussi importantes sont en préparation. Ça donne des idées en fait aux personnes. Mais oui, et par ailleurs, à Dijon, on a un système de démocratie participative avec les habitants, avec des ateliers de quartier, enfin bref, qu'importe. Et grâce au mur, grâce à tout ce qu'ils ont pu voir, aujourd'hui, ils ont très envie d'avoir des fresques dans leur quartier et investissent des budgets sur les peintures murales pérennes qui peuvent être faites dans leur quartier. Voilà. En fait, moi, je suis heureuse qu'à un moment donné, un artiste vienne questionner l'adjointe que je suis et vienne lui faire des demandes. Sur un projet comme ça, c'est absolument formidable. Et il reste une très grande complicité entre les équipes du mur et moi, je crois. Voilà. Et je précise, jamais on ne demande d'esquisse, jamais on ne demande de savoir ce qu'il va y avoir sur le mur. C'est important à dire. Les artistes sont libres dans leur expression. Et si vous auriez un message à passer aux autres municipalités qui n'ont pas encore passé le cap, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous allez voir que les habitantes de votre ville vont être heureux. Et que chaque trimestre, pardonnez-moi, le mur ici, il est attendu. Et que chacun a son avis. Au bout du 23e, vous pouvez interroger
gens du quartier, ils vont vous dire ah oui, j'ai préféré celui-ci, j'ai préféré celui-là. Ça fait vraiment vivre et revivre un quartier, ça lui donne une autre image. Les commerçants aussi sont et étaient à nos côtés depuis le début. Et pour eux, c'était aussi une chance. Donc à mes collègues adjointes à la culture, j'ai envie de leur dire allez-y, faites-le. C'est formidable de voir des artistes au travail déjà et de les voir peindre en direct comme ça dans la rue, quel que soit le temps, c'est formidable. De pouvoir discuter avec eux, échanger sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est formidable parce que ça réveille une ville. Donc allez-y. C'était Équilibre Podcast, un enregistrement effectué à Dijon en octobre 2024. Un grand merci à l'association Le Mur Dijon ainsi qu'à Zutic Productions pour leur accueil. Dédicace spéciale à mon pote Sinox.